il m'a été demandé de vous parler des intérêts, des enjeux pour le Sud, de la recherche en partenariat. Et c'est ce que je vais essayer de faire en quelques minutes. En commençant d'abord par présenter toutes mes excuses. Le Sud, les Suds, c'est difficile. Il y a beaucoup de Suds. Je ne les connais pas tous. Je connais un tout petit peu le Sud, la partie tropicale de l'Afrique, et je vais réduire un peu mon propos à cette partie-là, en étant aussi certain que malgré les grandes différences qu'il peut y avoir entre l'Asie, l'Amérique du Sud et l'Afrique, il y a quand même de façon fondamentale un certain nombre de problèmes qui sont constants et que l'on retrouve aussi bien dans un environnement que dans l'autre, ce qui peut autoriser une certaine généralisation que je me permettrai. Alors, la recherche comme facteur de développement, si cette notion aujourd'hui fait une certaine unanimité, ça n'a pas toujours été le cas. Ce n'était pas très clair, parce qu'au tout départ, ce qu'on pensait, c'était que par mimétisme, reproduire un peu le développement tel qu'il existait au nord, on avait tendance à le reproduire au sud, un peu par mimétisme, et puis devant un certain nombre d'échecs, des questionnements ont surgi qui ont justifié, motivé la nécessité de créer à partir, certes de l'existant, mais de créer quelque chose de spécifique pour le Sud. Donc aujourd'hui, oui, on dit que la recherche est un facteur de développement. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est vraiment une conviction profonde, que je dis forte, proclamée et assumée, qui va structurer une politique volontariste avec les conséquences en termes de dotation financière, ou bien est-ce que c'est simplement un slogan et on dit sans plus? J'ai le sentiment que dans beaucoup de pays, c'est encore un peu un slogan parce que, oui, la recherche, c'est important pour le développement, mais lorsque les arbitrages budgétaires se font en fin d'année, ou en début d'année, la recherche, il ne trouve pas beaucoup son compte. Contrairement à la situation de l'Asie, où l'on a constaté qu'un investissement important, significatif, dans les sciences et les techniques ont permis de favoriser une croissance économique et un développement suffisamment spectaculaire pour que ces pays acquièrent une certaine autonomie en termes de recherche et que, partant, on les considère aujourd'hui comme des pays qui sont sortis du sous-développement. C'est peut-être pas politiquement correct de le dire, mais c'est la réalité. Et qui sont devenus maintenant des pays émergents ou intermédiaires. Lorsque l'on regarde un peu ce qui se passe en Afrique, il suffit juste de jeter un œil de gouvernement tels qu'ils sont constitués. Il y a eu 3 niveaux, 3 périodes chronologiques. Les premiers gouvernements africains ne disposaient pas de ministère de la Recherche, ça n'existait pas. Puis, peut-être par mimétisme, en tout cas, il y a eu un effort de fait. Et puis, mais c'était des ministères qui étaient toujours associés à un autre ministère. On est ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. On est ministre de l'éducation nationale et de la recherche scientifique, etc. Je me mets à la place du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de mon pays. Lorsque vous avez 16 000 étudiants ou 40 000 étudiants qui sont prêts à faire grève pour... lorsque vous avez un corps enseignant qui n'est pas non plus... qui n'a pas sa langue dans sa poche, vous ne vous préoccupez pas beaucoup de recherche, vous ne consacrez pas l'essentiel de votre temps à la recherche, et c'est un peu ce à quoi on assiste dans nos pays. Et puis, les choses évoluant, dans un certain nombre de pays, maintenant, on voit s'affirmer des ministères de la recherche, des ministères de plein droit, des ministères qui existent et qui s'affirment comme ministères de la recherche et qui amènent un ministre à consacrer l'essentiel de son temps, l'essentiel du financement dont il dispose, même si ce n'est pas très important, à la recherche. Cela représente un petit progrès qui mérite peut-être d'être signalé.
La notion de recherche en partenariat pose quelques petits problèmes. Cela met en présence un certain nombre de partenaires, deux ou plusieurs, avec comme souci, comme préalable, la notion d'un partage des responsabilités et des activités dans un dialogue et une coopération constante. Et cela avec comme objectif une production de connaissances afin que leur mise en application permette de lever quelques obstacles au développement dans les communautés du Sud. C'est dire que la recherche, pour la recherche, n'est peut-être pas forcément la priorité dans ces pays-là aujourd'hui. Mais, donc, c'est comme s'il y avait une coaction entre différents partenaires, avec un certain nombre de risques. Les deux premiers sont connus, relativement faciles. La substitution, qui fait que lorsque l'on est préoccupé par l'efficacité, parce que quand même la recherche, elle est financée, et il faut quand même rendre compte, on peut avoir tendance à se substituer à un partenaire un peu faible qui ne réussit pas à faire ce qu'il faut. Ou alors à faire parce que c'est plus facile. Les prélèvements et les examens les plus courants dans les pays du Sud et à venir faire dans les laboratoires sophistiqués du Nord, c'est possible aussi. Mais c'est assez caricatural comme situation, en tout cas connue, et les équipes qui font ce genre de recherche ont tendance à corriger facilement ces travers-là. L'autre risque, l'autre difficulté, c'est cette notion d'asymétrie qu'il y a dans ce partenariat. Et c'est une notion un peu subtile, et si on y prend garde, on pourrait facilement tomber dans le piège. Cette asymétrie, elle se manifeste de plusieurs façons. C'est une asymétrie des ressources essentiellement. Les ressources financières dans la recherche en situation de partenariat dans les pays du Sud, l'essentiel des financements vient du Nord, avec un certain nombre de priorités, d'axes et de prérequis qui font qu'on a envie de faire un certain nombre de choses parce qu'on a un intérêt, etc. Ce qui n'est pas toujours simple dans la mesure où les priorités peuvent parfois pas toujours coïncider. Et puis surtout, les ressources humaines. Et là, se pose le problème de la capacité que peut avoir l'équipe du Sud à conceptualiser la question de recherche, à l'exprimer et à faire en sorte que ces besoins de recherche-là, que ces questions de recherche correspondent aux besoins des populations qui font l'objet de la recherche, qui sont les cibles de la recherche. Cette inégale capacité d'expression et de conceptualisation des besoins de recherche est la conséquence de l'inégalité des différentes équipes. L'équipe du Sud étant généralement une petite équipe, parfois réduite à un chercheur. C'est aussi souvent une équipe qui dispose peut-être, un chercheur, quelques techniciens, mais pas ce foisonnement de chercheurs et d'interactions et d'interrogations, d'échanges qui stimulent, etc. Cette équipe du Sud va se caractériser aussi par son manque d'expérience. Et c'est plus une question d'expérience que de compétences. Vous prenez deux chercheurs, un du Sud, un du Nord, que vous avez bien formés en quelques années. Celui du Sud rentre chez lui, tandis que son collègue du Nord continue au contact de ses collègues à se frotter, à s'améliorer, à continuer d'apprendre. Celui du Sud, tout seul, dans son isolement, va commencer à régresser, et il va perdre un certain nombre de compétences, de connaissances, etc. Et donc, c'est moins un problème de formation qu'un problème d'expérience et de possibilité d'exprimer ce que l'on a appris à faire.
Et puis il y a les structures aussi qui sont en situation de déficit, dans la mesure où vous avez, bon, c'est vrai, des ministères qui sont pauvres financièrement, mais pauvres aussi en hommes capables de soutenir la recherche, de créer les conditions d'une recherche, etc. Et puis, pauvres en temps, comme je vous l'ai dit, je pense que lorsque vous êtes responsable d'une université et de la recherche, vous passez facilement 90% de votre temps à faire de l'université qu'à faire de la recherche. Et puis, l'expérience nous a appris qu'il y a eu des structures qui, comme l'OCCGE, certains connaissent l'OCCGE, c'est une organisation qui était commune à l'ensemble des pays francophones d'Afrique de l'Ouest et qui avait pour mission de mutualiser les moyens pour lutter contre les grandes endémies, paludisme, trypanosomiase, etc. À l'époque. Le sida n'était pas encore un problème à la page à l'époque. Et donc, des structures spécifiques, dédiées, ont existé, avec un certain nombre de centres. Et le CCGE disposait, par exemple, du CERMES à Niamey, du CREC à Cotonou, etc. Ce dont on s'est aperçu, c'est que cette asymétrie de ressources a fait que, dès lors que l'essentiel des ressources extérieures a tari, toutes ces structures se sont un peu effilochées, à part quelques petites exceptions qui résultent en fait d'une solution trouvée par le biais d'un autre financement extérieur toujours, malheureusement. Et cette asymétrie va se manifester à toutes les étapes de la recherche. Elle va se manifester au moment de l'identification, de l'expression et des choix des thèmes de recherche. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de capacité pour identifier les questions permanentes, pour rédiger les projets, de façon à les rendre éligibles à des financements. Et cela dans le contexte de concurrence que nous connaissons aujourd'hui, qui fait que on ne vous donne pas parce qu'il faut vous donner, mais parce que vous avez un projet qui est éligible éventuellement, qui peut tenir la route. Et ça, c'est aussi un problème que on va rencontrer en situation de recherche en partenariat. De la même façon, s'agissant d'une recherche, lorsqu'elle se fait, il faut exiger qu'elle se fasse dans les conditions de rigueur scientifique, de rigueur éthique requise, etc. Et ce n'est pas toujours qu'on a à disposition les moyens de satisfaire ces contraintes scientifiques et éthiques. Lorsqu'arrive la phase de valorisation, il y a la diffusion, les problèmes de diffusion scientifique. Parfois, la langue est un problème majeur, les problèmes de traduction, mais même quand on a fini, certaines bonnes revues font payer, ce qui n'est pas toujours simple. Et puis, il faut parler aux décideurs politiques. Il faut leur dire les résultats de la recherche et aux populations concernées aussi. Et je vais m'attarder un tout petit peu sur ces deux cas. Les décideurs politiques, parfois, vont manifester de la méfiance par rapport à ces résultats, en tout cas quant à leur appropriation, et nous allons y revenir peut-être tout à l'heure. Mais les populations qui ont fait l'objet de la recherche, il faut leur en parler, et ce n'est pas toujours facile de leur dire et de trouver les bons mots pour leur dire, etc. Alors souvent on dit, bon, mais on ne peut pas dire parce qu'ils ne peuvent pas comprendre, etc. Généralement, quand on dit qu'ils ne peuvent pas comprendre, c'est que nous, on n'a pas trouvé la façon de bien leur dire, de façon qu'ils comprennent. C'est essentiellement nos limites qui s'expriment là, parce que nous-mêmes sommes un peu analphabètes dans nos propres langues, dans la mesure où la pratique courante du français nous a, dans une certaine mesure, appauvris dans ce secteur-là. Et puis,
arrive à la période d'appropriation, dont la qualité sera fonction de la participation des populations, des décideurs à la définition des priorités de recherche. Lorsque cette adéquation n'est pas bien faite, on assiste à quoi? On assiste au fait que la recherche, elle est faite, elle produit des connaissances, et puis ces connaissances restent en l'état. La mise en application de ces connaissances ne suit pas, parce que la recherche les questions de recherche n'ayant pas fait l'objet d'une démarche consensuelle, impliquant l'ensemble et des populations et des décideurs, l'opportunité, l'intérêt de son application n'apparaît pas toujours de façon évidente. J'en reviens maintenant aux décideurs. Lorsque ces recherches donnent des résultats, le partage de ces résultats avec l'ensemble de la population, avec les communautés, amène parfois, apporte des idées nouvelles, des connaissances nouvelles. Et ces connaissances nouvelles viennent parfois perturber un peu les équilibres internes, les dynamiques internes qu'il y a dans la société, qui parfois amènent à interpeller, à questionner les couches dirigeantes, les décideurs, lesquels se sentent un peu déstabilisés parce que les communautés informées peuvent poser des questions, parce qu'elles se posent elles-mêmes un certain nombre de questions, ce qui n'est pas toujours simple. Alors vous allez me dire, bon, dans ces conditions, est-ce qu'il est possible de faire de la recherche? Oui, on peut quand même en faire, parce que tirant leçon de ces difficultés, un certain nombre d'évolutions ont vu le jour récemment, dont l'imposante part de la formation dans les activités de recherche dans les pays du Sud aujourd'hui, avec une forte composante de formation individuelle, mais aussi concernant donc des individus, des jeunes étudiants qui font preuve de volonté, de capacité à étudier. J'en veux pour preuve ce dont parlait Madame concernant le LMD qui se répand avec beaucoup d'enthousiasme et d'engouement dans nos universités en Afrique. Mais aussi, on s'aperçoit qu'il y a un souci exprimé à travers les financements, les projets de recherche, de former un environnement institutionnel qui favorise l'éclosion de la recherche, qui favorise la pratique de la recherche dans nos pays. Et ça, ce n'est pas, il est important de le souligner. Ça, c'est ce qui se passe localement, mais aussi par rapport au Nord, on assiste de plus en plus à une mutualisation des financements, des aides, des concours à la recherche. Les financements sont aujourd'hui européens, ils peuvent être mondiaux, etc. Ce qui n'empêche que coexistent toujours un certain nombre de financements, c'est-à-dire bilatéraux, qui répondent à des soucis peut-être de visibilité pour les donateurs, pour des raisons diverses, etc. Donc, ces deux phénomènes existent aujourd'hui qui permettent et favorisent un peu la recherche. On a parlé tout à l'heure de culture de la recherche. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas spontané. Autant dans un environnement du Nord, cette culture existe, elle fait partie de l'environnement naturel, ce n'est pas toujours aussi simple. Depuis quelques années, on assiste aussi à une
promotion à un effort pour un meilleur dialogue entre les décideurs et les chercheurs, de façon à ce que les résultats des recherches, des thèses concernant différents domaines, notamment le domaine médical aussi, que ces thèses-là ne dorment pas dans les bibliothèques, dans les tiroirs, mais que les résultats puissent être, dans la mesure du possible, mis en œuvre, appliqués pour une meilleure chose. De la même façon, on a vu depuis quelques années, timidement se créer des comités d'éthique qui se sont mis en place, comités d'éthique qui viennent encadrer la recherche, des comités tant au plan institutionnel qu'au plan national. Il existe même un certain nombre de comités régionaux. Il y a même eu une tentative de mettre en place une initiative panafricaine de bioéthique, de façon à ce que la recherche faite dans ces pays-là reste une bonne recherche et respecte les règles éthiques. Et enfin, depuis peu, on note une certaine amélioration de l'image du chercheur. Je vous disais tout à l'heure que lorsqu'on est responsable de quelque chose et de la recherche n'était pas forcément prioritaire. C'est aussi comme ça qu'était perçu le chercheur, qui était perçu comme quelqu'un de pas forcément prioritaire. Et puis, on assiste aujourd'hui à une certaine amélioration de cette image parce que l'idée fait son chemin que la recherche est importante pour le développement, qu'elle peut favoriser le développement. L'expérience de l'Asie montrant, vérifiant un peu cette notion, on assiste à une amélioration de l'image, mais non seulement de l'image, mais aussi du statut social, des évoluements des chercheurs, etc., dans le pays du Sud, ce qui laisse entrevoir un espoir que la recherche avance dans ces pays-là. Et pour conclure, je vous demanderai, pour le Sud, de protéger le chercheur, parce que je sais que vous avez au devant beaucoup de difficultés et que des réformes vont se succéder. N'oubliez pas de protéger le chercheur du Nord pour le Sud. Merci.